En France, nouvelle étape dans l'allègement des mesures sanitaires ce mercredi. Une levée de certaines contraintes qui découlent de l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Boris Johnson en visite à Kiev. Le Premier ministre britannique a été reçu par le président ukrainien qui salue l'ampleur du soutien diplomatique et militaire à son pays. Confusion en Guinée-Bissau. Après que des tirs ont retenti à proximité du palais du gouvernement, le président a assuré avoir repris le contrôle de la situation. En France, c'est ce mercredi que plusieurs restrictions liées au Covid-19 doivent être levées. Fin du port du masque en extérieur, fin des jauges dans les lieux recevant du public assis, fin de l'obligation du télétravail qui reste seulement recommandée. Cet allègement des contraintes avait été annoncé il y a 15 jours par le Premier ministre qui avait alors fixé le calendrier de levée des restrictions. Le gouvernement souligne que cette nouvelle étape a été rendue possible grâce à l'entrée en vigueur du pass vaccinal qui a remplacé le pass sanitaire. Si une grande partie de la population se réjouit de cette levée des restrictions, certains médecins sont plus circonspects. Ils mettent en avant le chiffre encore élevé des contaminations. En moyenne, plus de 300 000 nouveaux cas chaque jour. Le variant Omicron est particulièrement contagieux. Le nombre d'hospitalisations reste aussi élevé, même si la situation se stabilise dans les services de réanimation. Quant à la vaccination, elle progresse. À ce jour, 78% des Français ont un schéma vaccinal complet. Des drapeaux brandis au Parlement ukrainien. Une image forte de soutien à Kiev dans son bras de fer avec Moscou. Le président ukrainien s'est félicité de l'appui diplomatique et militaire des pays occidentaux face aux craintes d'une attaque russe. Volodymyr Zelensky accueille cette semaine à Kiev plusieurs dirigeants, dont ce mardi les premiers ministres britanniques et polonais. Boris Johnson a notamment estimé qu'il existait un danger clair et imminent d'intervention militaire russe. De son côté, le chef de l'État ukrainien a salué ces signes de soutien. Nous sommes reconnaissants du soutien du Royaume-Uni dans notre aspiration à rejoindre l'OTAN, dit-il. Et nous attendons de l'Alliance Atlantique des signes clairs et concrets. C'est une étape très importante, le renforcement de notre capacité de défense. Boris Johnson a lui jugé vital que Moscou recule et choisisse la voie de la diplomatie. Il a mis en avant l'unité affichée par les dirigeants occidentaux. Tous les dirigeants sont d'accord sur l'importance fondamentale de soutenir l'autodétermination de l'Ukraine. Car le peuple ukrainien a le droit de choisir comment il est gouverné et à quelle organisation il aspire à adhérer. Le néerlandais Mark Rutte et le président turc Recep Tayyip Erdogan sont également attendus à Kiev cette semaine. 5 ministres des Affaires étrangères européens feront le déplacement la semaine suivante. Aux côtés du Premier ministre hongrois, Vladimir Poutine a dit espérer trouver une solution dans le bras de fer qui oppose la Russie à l'Occident, avant d'ajouter que ce n'est pas facile. Le président russe a dressé la liste de ses revendications sur la sécurité et a reproché au camp adverse de les ignorer. Nous sommes en train d'analyser les réponses écrites des États-Unis et de l'OTAN reçues le 26 janvier. Mais il est déjà clair, et nous en avons informé Viktor Orban, que les inquiétudes fondamentales de la Russie ont fini par être ignorées. Ces déclarations ont fait suite aux échanges entre Vladimir Poutine et Viktor Orban au Kremlin. Au cours de cette visite très controversée, le dirigeant hongrois s'est dit en mission de paix. Il a assuré à Vladimir Poutine qu'aucun dirigeant de l'Union européenne ne voulait la guerre et que tous recherchaient des solutions politiques. Ces derniers mois, la Russie a déployé des dizaines de milliers de militaires à la frontière ukrainienne, mais Moscou dément toujours toute tentative d'invasion de son voisin. Confusion en Guinée-Bissau, alors que des tirs ont été entendus ce mardi après-midi aux abords du palais du gouvernement. Le président Umaro Sissoco Embalo a assuré quelques heures plus tard que la situation était sous contrôle. Alors, que s'est-il passé dans les rues de Bissau? Difficile pour l'instant de le savoir. Selon différents témoignages, des hommes en armes sont entrés en début d'après-midi dans le complexe du palais du gouvernement. Des tirs nourris ont ensuite été entendus une bonne partie de l'après-midi. Le bâtiment où le président et les ministres étaient présumés bloqués a ensuite été encerclé par des combattants sans que l'on sache s'il s'agissait de mutins ou de forces loyales au pouvoir.
Avec ses 2 millions d'habitants, la Guinée-Bissau est habituée aux tentatives de putsch. Les forces armées y jouent un rôle prépondérant. Son président est un ancien général. Il occupe le pouvoir depuis début 2020 à la suite d'une présidentielle aux résultats toujours contestés. L'ONG Amnesty International accuse Israël de mener une politique d'apartheid envers les Palestiniens. Des propos vivement dénoncés par l'État hébreu, mais salués par l'autorité palestinienne en Cisjordanie et par le Hamas au pouvoir à Gaza. Dans son rapport, Amnesty dénonce un système institutionnalisé d'oppression et de ségrégation visant les Palestiniens. Qu'ils vivent à Gaza, Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou dans le reste d'Israël, les Palestiniens sont traités comme un groupe racial inférieur et systématiquement dépossédés de leurs droits. La secrétaire générale d'Amnesty en appelle à la communauté internationale. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à la communauté internationale de prendre des mesures fermes face aux crimes contre l'humanité perpétrés afin de maintenir le système d'apartheid. Le rapport d'Amnesty a été qualifié de délirant et déconnecté de la réalité par le chef de la diplomatie israélienne qui dénonce les dérives de l'ONG. Par le passé, Amnesty était une organisation respectée, plus maintenant. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas une organisation de défense des droits de l'homme, mais juste une autre organisation radicale qui se fait l'écho de la propagande, sans vérifier sérieusement les faits. Au lieu de chercher la vérité, Amnesty se fait l'écho des mêmes mensonges que les organisations terroristes. Le rapport d'Amnesty soutient également que les Palestiniens sont considérés comme une menace démographique par l'État hébreu. Selon des données officielles, quelques 6,8 millions de Juifs et autant d'Arabes vivent en Israël et dans les territoires palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, où Israël impose un blocus depuis 15 ans. L'ambiance est studieuse et la fréquentation en hausse dans les cafés de Beyrouth. Pour échapper à la crise, de plus en plus de Libanais y trouvent refuge. Ils sont assurés de trouver une connexion Internet qui fonctionne et surtout de l'électricité, une denrée devenue rare dans le pays. Karim, photographe professionnel, est un habitué des lieux. Ici, je peux recharger mon téléphone portable, je peux recharger mes appareils photo, mon ordinateur. Et ici, je suis toujours connecté. Au Liban, l'électricité fournie par le gouvernement n'est disponible qu'1 à 2 heures par jour. La plupart des cafés fonctionnent avec des générateurs. Mustapha, étudiant en design de la mode, vient aussi trouver dans ces lieux une certaine sérénité. Comme tous ceux qui souffrent dans le pays, nous avons un générateur à la maison, mais nous ne l'utilisons qu'à des moments précis. Donc la plupart du temps, quand je veux travailler ou que j'ai besoin de lumière, je viens ici dans ce bar. Il y a d'autres endroits, mais je viens surtout ici parce que l'ambiance est détendue. C'est comme dans les bibliothèques, dans les films. Chut, personne ne parle. La vie sociale s'est nettement dégradée dans la capitale libanaise. À la crise économique s'est ajoutée la pandémie et le télétravail. Niam, qui gère un établissement dans le centre de Beyrouth, confirme que certains clients viennent tous les jours pendant leurs heures de travail, une façon de rompre l'isolement et de pouvoir travailler correctement. Je pense qu'au Liban, chaque personne se débrouille par elle-même pour avoir accès et donner accès à des services que l'État devrait fournir. La société a créé son propre système d'entraide. En tant qu'individu, nous en faisons tous partie, de même en tant qu'entreprise. Certains préfèrent voir le bon côté des choses. La crise actuelle fait revivre la culture traditionnelle des cafés dans un pays malgré tout en souffrance où 80% des habitants vivent désormais sous le seuil de pauvreté. La légende du football américain Tom Brady met fin à sa prestigieuse carrière à l'âge de 44 ans. Une décision prise quelques jours après l'élimination de son équipe, les Tampa Bay Buccaneers, en demi-finale de conférence de la NFL. Tom Brady évolue en Floride depuis 2 ans, mais c'est avec son club précédent, les New England Patriots, qu'il a surtout marqué l'histoire et accumulé les trophées et récompenses individuelles. Sur plus de 20 ans de carrière, le quarterback a remporté en tout 7 Super Bowls, un record absolu pour celui qui est connu aussi pour être l'époux de la top modèle brésilienne, Gisele Bündchen. L'annonce de sa retraite sur Twitter a mis en émoi le monde du football américain, le sport le plus populaire aux États-Unis. Tom Brady a reçu des hommages de tous bords. Le
patron de la NFL, a salué le plus grand joueur de l'histoire, un compétiteur et meneur incroyable et une carrière spectaculaire.